l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est l'une des conséquences tragiques de la dissolution de l'Assemblée nationale, la mise au placard de la commission d'enquête sur l'aide sociale à l'enfance. La défaillance de cet organe de protection de l'enfance est depuis plusieurs années pointée du doigt. Il y aurait par exemple 10 000 adolescents logés régulièrement à l'hôtel faute de place dans un foyer ou dans une famille d'accueil, alors que la loi l'interdit. L'urgence est totale et le besoin d'espérance aussi. On en parle ce matin avec notre invitée Sarah Chauvency. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous depuis la Drôme. Je crois vous êtes notamment là, à l'initiative d'une structure d'accueil singulière dans le milieu de la protection de l'enfance, un lieu de vie et d'accueil nommé l'Espérance. Expliquez-nous sa particularité. Tout à fait. Alors avec mon mari, on a créé le lieu de vie l'Espérance il y a quelques années. La particularité des lieux de vie et d'accueil, c'est qu'on a un fonctionnement d'établissement. On accueille des enfants qui sont placés par le juge des enfants. Mais la particularité, c'est qu'avec mon mari et nos enfants, on habite avec les enfants qui nous sont confiés. Ça, c'est une des grandes particularités des lieux de vie d'accueil. D'accord. Et vous vivez, vous avez quand même des salariés qui sont avec vous. Vous êtes quand même une structure ou vous êtes tout seul ? Les deux. Enfin, quand on a commencé, on était seulement tous les deux, parce qu'on accueillait un nombre d'enfants tout petits et que nous-mêmes, on avait à ce moment-là que 3 enfants. Et puis petit à petit, on a accueilli un peu plus d'enfants et surtout notre projet, petit à petit, s'est tourné vers les enfants qui sont effectivement placés, mais en situation de handicap. Ça partait d'un constat qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'endroits adaptés aux enfants porteurs de handicap, mais qui ont aussi une mesure de placement. J'avais pu en faire l'expérience pendant un de mes stages d'éducatrice. Et du coup, aujourd'hui, il y a toute une équipe qui travaille avec nous. Nous, on vit sur place, au quotidien avec les enfants. Et en journée, il y a 2 éducatrices spécialisées qui travaillent avec nous pour accompagner les enfants dans le quotidien, sur les différents rendez-vous, les suivis d'école. Et puis tout un travail qui est fait également autour de la parentalité, avec les visites accompagnées, les visites des enfants avec leurs parents, etc. Et combien dure généralement un placement ? Est-ce que c'est toujours provisoire ? Non, c'est pas toujours provisoire. On a comme calendrier, le calendrier du juge, c'est-à-dire que tous les 6 mois, souvent pour les tout petits, tous les ans pour les plus grands ou tous les 2 ans, si la situation est vraiment très difficile, il y a une audience devant le juge où on fait état de la situation, tous les progrès qui ont pu être faits de la famille ou pas. Et ça nous donne la ligne de conduite pour l'année à venir, avec des perspectives de travail que le magistrat demande d'autres avancées, ou si la famille a bien progressé, que les difficultés qui avaient été mises en avant lors du placement sont levées. Il y a également des enfants qui sont amenés à rentrer chez eux. D'accord. Alors dans certains cas, on l'a dit, je l'ai dit en introduction, les places se font parfois rares en foyer ou en famille d'accueil. On l'a dit, 10 000 enfants n'ont régulièrement pas de place et ils sont également nombreux à changer régulièrement de lieu de vie. Quelles conséquences peut avoir cette instabilité dans la vie familiale déjà chaotique d'un enfant placé ? C'est vrai que cette situation-là, elle est complexe. Globalement, en France, il manque des places. Il manque des places dans la Drôme, dans mon département, mais il manque des places dans tous les départements. Moi, en tant que chef d'établissement, je suis appelée régulièrement pour des demandes d'accueil que je ne peux pas honorer parce qu'on est tout le temps à effectif maximum, au complet. Les enfants qui sont chez nous, ils ne partent que s'ils sont amenés à rentrer chez eux. Donc ça veut dire qu'on est hyper content. Tout le monde a bien travaillé, soit parce qu'ils sont majeurs, soit parce qu'éventuellement ils peuvent être exclus, ce qui arrive assez rarement, mais normalement, une fois qu'ils sont installés ici, ils bougent plus. Mais par contre, effectivement, dans le quotidien de ces enfants-là, il y a des fins d'arrêt d'accueil, de familles d'accueil qui partent à la retraite, de familles d'accueil qui sont épuisées parce que le travail est difficile. Et c'est des enfants, effectivement, de manière générale, qui ont l'habitude de changer de lieu d'accueil, malheureusement, régulièrement. Et ça, c'est pas effectivement quelque chose de favorable pour le bon développement de l'enfant qui a déjà une histoire complexe. Et dans notre cas à nous, qui a
dans la plupart des cas, un handicap associé à son histoire de vie. Et plus les lieux d'accueil changent, plus la situation se complexifie. Et quelle est la réalité aujourd'hui dans les centres d'accueil, dans les foyers qui ne sont pas forcément des structures comme la vôtre qui accueillent plus d'enfants comment ça se passe? Comment on arrive à gérer ce manque de moyens, notamment humains? Je ne sais pas si je vais répondre à cette question, c'est compliqué, hein. Il manque des éducateurs dans les foyers. Il y a des foyers qui sont en sureffectif. La situation aujourd'hui, effectivement, elle est complexe. Après, ce que nous, on aime mettre en lumière avec toute mon équipe, là, c'est aussi toutes les belles choses qui arrivent à se créer. Des lieux d'accueil alternatifs, des petits lieux comme le nôtre, où effectivement, nous, on est limité à 10 enfants. On ne peut pas accueillir plus de 10 Mmh. enfants et sur 2 lieux. Donc il y a une grande maison que j'occupe où il y a 6 enfants accueillis maximum. Alors, comme dans tous les autres endroits, on est un petit peu en sureffectif. Aujourd'hui, la maison elle est occupée par 9 enfants accueillis. Puis on a une autre petite maison à côté où il y a 3 enfants qui sont accueillis. Ça, c'est notre vraiment effectif maximum sur l'ensemble de l'association. Donc, dans la Drôme et partout en France, il y a aussi des beaux projets qui se créent en lieu de vie et d'accueil, mais aussi en MEX un peu différentes, en foyers un peu différents. Et nous, de notre petite place, on a à cœur de soutenir ces petits projets. On reçoit des gens qui ont le souhait de créer des lieux de vie ou des services un peu alternatifs. On reçoit des stagiaires, éducateurs, moniteurs éducateurs. Et puis voilà, si chacun, on a quand même l'espérance que si chacun fait sa part, l'espérance la protection de l'enfance peut quand même Mmh. évoluer et avec de belles choses. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte le fait pour un enfant placé, même pour une famille d'assistant familial, d'être dans un cadre vraiment restreint avec un nombre d'enfants moindre? Qu'est-ce que ça apporte de positif pour les enfants placés? Pour moi, ça change tout. Cette idée de créer un lieu de vie là, elle vient d'un des stages que j'ai fait quand j'étais toute jeune dans le cadre de ma formation d'éduc et j'ai fait un stage en maison d'enfants à Lyon. Il y avait un beau projet, hein, il y avait une chouette équipe, tout n'était pas noir, mais il y avait 80 enfants dans la même maison et ce jour-là, en plus, moi, je venais juste d'être maman pour la première fois. Vraiment, j'ai cette pensée que 80 enfants qui grandissent ensemble, enfin qui tentent de grandir ensemble dans une seule et unique grande maison, dans un cadre urbain, proche de la ville. Enfin vraiment je trouvais ça compliqué et dans ma tête à ce moment-là, je me suis dit: «Un jour, avec mon mari, on fera quelque chose». Donc l'idée, c'était plutôt de devenir famille d'accueil à un moment donné dans notre vie et puis finalement, on s'est plutôt tourné vers un lieu de vie et d'accueil parce qu'on trouve cette façon d'accueillir plus complète avec un fonctionnement d'établissement, avec des moyens différents, avec des collègues qui peuvent travailler avec nous. Enfin, moi, j'ai créé toute une équipe avec nous. On est presque une dizaine maintenant sur les 2 maisons à travailler auprès de ces enfants et ce que ça change, c'est le fonctionnement d'un établissement avec certains moyens, une indépendance aussi dans nos différents projets qu'on peut mettre en place avec les enfants, tout en vivant avec eux. Ces enfants-là, ils ont l'habitude en foyer d'avoir un éduc le matin, un éduc le soir, un veilleur de nuit, un remplaçant, un stagiaire. Il n'y a jamais la même personne auprès de moi-même, auprès de mon stage. Il y a quelques années, je savais jamais avec quel collègue Mmh. j'allais travailler, j'étais Ouais. complètement perdue. Je me suis dit: «Mais comment on peut grandir en sachant jamais qui va être là le matin quand on va se réveiller, qui va être là le soir, quand je vais rentrer de l'école, qui va venir à la réunion?» où ça devrait être mes parents, mais comme je suis placée, c'est les éducateurs. Vraiment, j'ai trouvé ça difficile. Dans le contexte lieu de vie, alors maintenant on est une petite équipe là à travailler avec eux, mais Sarah, Cyril, nous, on vit avec les enfants, mes enfants aussi, ça change jamais. Quand on part en vacances, on part avec eux, on part en avril, on part à la montagne avec eux l'été, on part avec eux l'hiver au ski. Ils sont pas déplacés à chaque fois qu'il y a besoin. On est toujours là le soir pour leur dire bonne nuit et même mes collègues, ce sont 2 collègues qui sont là au quotidien avec nous, même si elles sont sur des horaires de journée. Ça procure une stabilité et une sécurité chez l'enfant qui lui permet de grandir de façon beaucoup plus sereine, dans Mais les grandes lignes. Je dans peux les pas grandes tout lignes, bien détailler. sûr, un quart des sans-abri sont d'anciens enfants placés sous la protection de l'enfance. Cela pose la question de leur avenir, de quoi a besoin un enfant, un adolescent pour prendre sa vie en main et s'insérer et après dans la société.
Eh ben, et ça, je vais être, répétitive, de stabilité. Le quart de ces enfants-là, qui ont été, placés, qui sont maintenant sans abri, c'est souvent des histoires effectivement, j'ai lu des témoignages, j'ai rencontré des gens où ils ont été déplacés, déracinés plusieurs fois. Heu, hem, Plus il y a de stabilité, plus il y a de sécurité autour de cette période de placement, hem plus l'enfant, va grandir de façon équilibrée. Nous, on a aussi des jeunes qui sont majeurs depuis longtemps, qui reviennent parce qu'ils Mmh. savent qu'on est là pour eux, qu'on peut leur donner un coup de main. Aujourd'hui là, actuellement là, j'en ai un qui est parti et à sa majorité. Non, c'est pas vrai, il est pas parti à sa majorité. On l'a exclu parce que vraiment, il avait beaucoup trop dépassé le cadre de multiples fois. Mais on a gardé un lien avec ce jeune, on lui a proposé autre chose. Il est parti sur un autre lieu et on a continué à être en lien. Il a continué à venir en vacances quelques fois avec nous. Et aujourd'hui, il est en stage chez nous pour devenir éducateur. Alors là, c'est le moment où je vais pleurer tellement je trouve ça émouvant. Et puis, on a d'autres jeunes qui sont majeurs et qui continuent de venir quand ils ont un coup de blues, quand ils ont une difficulté. L'idée, c'est d'avoir créé autour d'eux d'autres adultes de référence qui peuvent continuer à les aider, les encourager, les accompagner. Et puis, ils savent qu'ici aussi, c'est un lieu où ils peuvent venir quand il y a un petit coup de blues, une difficulté administrative, financière. On peut les orienter, déjà les écouter, puis les orienter vers des structures qui pourront les accompagner dans leur vie d'adulte sur ces différents besoins. Signe de bien-être, hein. Vous semblez garder contact avec pas mal d'enfants que vous avez accueillis. Une dernière question, Sarah Chauvency. Le métier d'éducateur spécialisé ou celui d'assistant familial très peu valorisé à l'image de beaucoup de métiers du social. On en manque, on l'a dit. Il est aussi peu connu et engage surtout toute la famille. Qu'est-ce que ce métier vous apporte et comment convaincre certaines personnes ou en tout cas donner envie de faire ce métier? Alors, quand on me pose cette question, en général, je réponds quand même qu'il faut être bien endurant parce que c'est un métier, où il faut être endurant. Moi, mes 35 heures, je pense que je les ai finies mardi midi, hein. Donc c'est un quotidien au quotidien, jour, nuit. Je vous cache pas que cette nuit, il y a eu plusieurs réveils, par exemple, et que ce matin, je faisais pas la maline. Mais il y a tellement de belles choses qui se passent, des enfants d'où parfois je lis les dossiers et c'est catastrophique ce que je peux lire où voilà, il y a des histoires vraiment compliquées, des, mmh, des histoires vraiment compliquées et quand je les vois, grandir ici, évoluer, on n'aurait jamais espéré qu'ils atteignent ce niveau-là, scolaire, qu'ils se développent aussi bien, qu'ils se stabilisent et qu'ils puissent s'épanouir, avec autant de joie. Vraiment des fois, on part de très, très loin. Voilà ce que je peux dire. Les voir, grandir et s'épanouir et se préparer à une vie d'adulte ou rentrer chez leurs parents, parce qu'il y a aussi plein de situations où c'est possible. Ça, c'est quelque chose qui me motive et qui nous motive en équipe chaque matin et par rapport au reste de la famille, si vous venez chez nous, on voit pas quels sont mes enfants et quels sont les enfants que j'accueille. C'est un groupe d'enfants qui vit tous ensemble, qui s'épanouit ensemble et qui s'entraident. Mes enfants font une bonne partie du travail, parfois en petites choses, en petits réconforts avec les enfants qu'on accueille, mais les enfants qu'on accueille, apportent aussi beaucoup. Heu et c'est tous des enfants avec une petite particularité, un petit truc en plus, c'est le mot à la mode en ce Mmh. moment et c'est très beau de voir ce groupe d'enfants évoluer ensemble, autant pour mes enfants que pour les enfants accueillis et ça, si on devait retenir qu'une chose, il faut On retenir ça. retiendrait ça. Merci beaucoup, Sarah Chauvency, pour votre prise de parole et ce témoignage. Et je renvoie nos auditeurs vers le livre que vous avez écrit et publié aux éditions Artege en 2023, 13 à la onzaine, une famille d'accueil chevillée au cœur. Merci à vous de vous être rendu disponible et belle journée, belle continuation. Merci beaucoup, bonne journée à vous.